Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidence récemment adopté par le gouvernement gabonais ne fait pas l'unanimité. De nouveaux critères, notamment fustigés par l'opposition qui dénonce une manœuvre visant à éliminer des adversaires. Intégration sous-régionale. Le Cameroun et le Nigeria sont désormais reliés par un pont. Le pont international de Cross River vise à augmenter le volume des échanges entre les deux pays. Et les Lions indomptables du volleyball, à nouveau championnes d'Afrique. Les Camerounaises ont battu les Kenyanes en finale pour la 3e fois consécutive. Résumé en fin d'édition. Mais tout d'abord, l'homme qui a inspiré le film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, a été reconnu coupable d'infractions liées au terrorisme. Paul Rusesabagina, qui a qualifié son procès de simulacre, n'a pas assisté à l'annonce des verdicts ce lundi 20 septembre, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce que justice soit rendue. Accusé de soutenir la branche armée de la plateforme politique d'opposition, le mouvement rwandais pour le changement démocratique, la justice rwandaise l'a reconnu coupable de formation d'un groupe armé illégal et d'appartenance à un groupe terroriste. Le MRCD serait responsable d'attentats commis en 2018 et 2019 dans le sud du Rwanda, attentats au cours desquels 9 personnes ont trouvé la mort. Adopté par le gouvernement le 13 septembre dernier, le projet de loi visant à durcir les critères d'éligibilité à la présidence de la République suscite les débats au sein de la classe politique gabonaise. À 2 ans de la prochaine élection présidentielle, l'opposition y voit une manœuvre du pouvoir en place visant à évincer la concurrence. Dorénavant, pour être candidat à un scrutin présidentiel au Gabon, il faudra être résident sans discontinuité sur le territoire national au moins 6 mois chaque année. Samantha Sabero. Au terme du dernier Conseil des ministres qui a eu lieu à Libreville, le gouvernement gabonais a adopté un projet de loi visant à durcir les critères d'éligibilité à la présidence de la République. La nouvelle loi, qui n'a pas encore été adoptée par le Parlement, suscite déjà des débats. Selon l'article 2 du dit texte, désormais sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant résidé sans discontinuité sur le territoire national au moins 6 mois chaque année au cours des 2 dernières années précédant l'élection. Une fois de plus, le Gabon s'inscrit malheureusement, il faut le reconnaître, dans la logique des États africains qui changent leur cadre législatif à l'approche de l'élection présidentielle. Ce projet de loi a une double vocation. D'une part, conforter le pouvoir en place et le PDG dans la conservation coûte que coûte du fauteuil présidentiel en ayant la totale maîtrise du candidat ou de la candidate. La nouvelle loi s'applique également aux Gabonais en poste dans les missions diplomatiques et dans les organisations internationales dont le Gabon est membre. Aussi, selon le texte, tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité ayant exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre État ne peut se porter candidat. Il faut aussi reconnaître d'autre part que c'est une occasion de dissuader les activistes de la diaspora et les membres de l'opposition établis à l'étranger afin qu'ils ne puissent pas candidater à l'élection présidentielle prochaine puisqu'ils n'auront pas résidé au pays par rapport à ce que prévoit cette loi. Il faut aussi dire une chose, c'est que c'est une manière pour le pouvoir actuel d'écarter d'autres membres du clan Bongo qui ont élu domicile à l'étranger, à l'instar de Denis Omar Bongo Ndimba. Ce projet de loi a pour mission, selon l'opposition, d'éliminer des potentiels adversaires à la présidentielle de 2023. Certains Gabonais ont indiqué sur les réseaux sociaux que cette disposition vise à écarter Omar Denis Junior, fils d'Omar Bongo Ondimba, qui réside à Brazzaville au Congo. Coopération sud-sud entre l'Éthiopie et le Maroc. Addis Abeba a récemment signé un accord de développement conjoint avec le groupe marocain OCP pour la mise en place d'une usine d'engrais. Un projet qui vise à renforcer le secteur agricole éthiopien et répondre à la hausse de la demande en engrais. Marine Tolo. Un accord signé entre le ministre éthiopien des Finances et le groupe marocain OCP, qui est une société anonyme et premier exportateur de phosphate brut dans le monde, permettra à l'Éthiopie de voir naître une usine d'engrais local. Toutefois, cet accord se base sur la faisabilité, l'évaluation d'impact conceptuel, environnemental et social et les études hydro- et géotechniques qui ont été menées dans le pays.
l'Éthiopie, dans sa stratégie, dans sa réflexion, souhaite diminuer de manière importante ses importations, sachant que le pays a des besoins très importants au niveau des engrais, puisque ça représente aujourd'hui plus de 1,4 milliard de dollars par an, et on dit, selon certains observateurs, que ça pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Via ce projet-là, qui est un coût faramineux, puisque OCP n'a jamais autant investi en dehors des frontières marocaines dans un autre pays du continent, en investissant donc plus de 2,4 milliards de dollars dans cette usine à production d'engrais, il y a donc cette visée d'être autosuffisant à l'horizon de 2030. D'après les clauses de l'accord, un complexe d'engrais intégré sera établi à Dire Dawa en utilisant les ressources de gaz éthiopiens et d'acide phosphorique marocain. Par ailleurs, le ministère éthiopien des Finances s'est dit fermement convaincu que ce projet contribuera de manière significative à répondre à la demande croissante d'engrais de l'Éthiopie. On est là dans une plateforme intégrée mondiale parce que l'Éthiopie pourrait quand même être l'un des grands pays producteurs d'engrais comme ça en Afrique de l'Est, et ce qui sera important pour la sous-région Afrique de l'Est, c'est le Common Market of East and South African. Alors, c'est une débouchée qui va créer des emplois, c'est une débouchée qui va créer des activités, et les activités qui vont créer comme ça des agropoles industriels, parce qu'il y a un défi industriel, il y a un défi agricole. Vous savez, la sous-région Afrique de l'Est est une sous-région qui a des défis agricoles, et ces défis doivent être relevés comme ça par la production de l'engrais, parce qu'il faut amender le sol. D'après les autorités des deux pays, la réalisation de ce projet nécessitera un investissement initial estimé à près de 2,4 milliards de dollars durant la première phase pour développer une unité de production d'engrais de 2,5 millions de tonnes dans le pays. Selon le ministre des Finances éthiopien, avec ce projet, à partir de 2022, les importations d'engrais en Éthiopie représenteront 1 milliard de dollars et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards de dollars en 2030. Également dans l'actualité, en Tanzanie, l'Office des céréales et autres produits prévoit d'acheter 420 000 tonnes de maïs chez les exploitants durant la campagne 2021-2022. Cette opération d'un coût de 200 milliards de shillings tanzaniens sera effectuée sur la base d'un tarif de 500 shillings par kilo, un niveau au-dessus des prix du marché tournant autour de 200 à 300 shillings. Elle permettra notamment à l'organisme public de disposer d'un stock suffisant pour faire face à ses obligations commerciales. Le port international de Cross River relie désormais le Cameroun et le Nigeria. L'infrastructure financée à hauteur de 39 millions de dollars par la BAD permet d'assurer la liaison entre la région du sud-ouest du Cameroun et l'état de Cross River au Nigeria, de quoi renforcer les relations commerciales entre les deux pays et favoriser l'intégration sous-régionale. Joël Ballot. 408 mètres, c'est la longueur du pont moderne sur la Cross River séparant le Cameroun et le Nigeria. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 39 millions de dollars, ce tronçon dont les travaux ont débuté en 2017 et achevé en 2021 est un élément clé dans la densification des échanges commerciaux entre les deux nations voisines. Ce pont est tout un symbole parce qu'il ne réunit pas simplement deux pays, mais deux régions, à savoir la CEMAC et la CEDEAO. Donc on espère qu'avec cet ouvrage, on pourra établir une très forte intégration et aussi bénéficier des effets induits de la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un espoir d'une forte intégration économique, des initiatives de paix. Au vu de la situation sécuritaire à la frontière entre les deux pays, la construction de cette voie d'interconnexion routière va consolider la paix entachée par des affrontements, accentuer le développement de cette région, permettre aussi l'interconnexion entre le Cameroun et le Nigeria. La construction du pont ECOC au Cameroun, FOM, au Nigeria s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations camerouno-nigérianes. Il faut dire que malgré les velléités séparatistes de part et d'autre de la frontière, dans le delta du Niger côté Nigeria et dans les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest, les échanges économiques sont restés très dynamiques. Le Nigeria reste tout de même le premier partenaire commercial du Cameroun en Afrique. Soulignant qu'à l'intention du gouvernement camerounais, les leaders de la société civile anglophone avaient déjà décrié le manque criard des infrastructures routières et l'enclavement des bassins de production. Aujourd'hui, grâce à la construction de cette voie, c'est une porte d'entrée sécurisée pour des échanges de toute nature entre les deux nations.
La 3e édition du sommet Climate Change Afrique s'est tenue en format virtuel du 15 au 17 septembre 2021. La rencontre a notamment permis aux acteurs non étatiques du continent d'échanger sur l'accès aux données climatiques et énergétiques. Samantha Sabero. Le sommet Climate Change Afrique 2021 s'est tenu sur 3 jours en format virtuel en raison de la pandémie du Covid-19. Cette 3e édition a rassemblé la plus grande communauté d'acteurs non étatiques en Afrique, à savoir les autorités locales, entreprises, ONG, syndicats, mouvements de jeunesse, peuples autochtones, organisations de femmes, scientifiques et enfin les représentants du monde agricole. Ces groupes majeurs ont pour engagement la lutte contre le changement climatique et leur réseau en relation avec les autorités nationales. La lutte contre le changement climatique passe forcément par des actions cohérentes orientées par des informations fiables. Le sommet Climate Change a servi de cadre de réflexion sur la question liée à l'accès aux informations climatiques et énergétiques en Afrique. Je crois qu'à ce stade, la problématique ne devrait pas porter sur l'accès des acteurs non étatiques aux données. La plus grande question devrait être celle de la disponibilité des données en Afrique. Et si la question était posée comme telle, la réponse serait que l'Afrique doit encore faire de grands efforts en matière d'accès aux données et à leur traitement. Cette édition a mis en lumière les questions urgentes en matière de changement climatique et d'accès au financement climatique au niveau local dans la région subsaharienne. Durant les débats, l'accès aux données climatiques et énergétiques pour les acteurs locaux a été soulevé à plusieurs reprises. Selon les scientifiques, le partage d'informations sur le climat est essentiel pour que les acteurs non étatiques africains puissent élaborer des stratégies environnementales efficaces et pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Car les données sont importantes pour guider et orienter les choix politiques et stratégiques en matière de développement. Les acteurs non étatiques ont besoin de données fiables, mais peuvent aussi en produire. C'est le cas de Global Network for Disaster Reduction, qui avec le projet Views from the Frontline fournit des informations à partir des données collectées auprès des populations. Climate Change est une opportunité de plaidoyer afin d'améliorer la collecte et le traitement des données en Afrique, de les rendre disponibles et de renforcer la capacité des acteurs non étatiques à en produire. Notons que la COP26 se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre 2021, alors que la COP27 de 2022 se tiendra sur le continent africain, dans un pays encore à définir. Dans l'actualité sportive, le Cameroun a remporté pour la 3e fois consécutive le championnat d'Afrique féminin de volleyball 2021. Les Malia Strikers du Kenya n'ont pas réussi à obtenir leur revanche face aux Lions indomptables qui ont une fois de plus été intraitables, s'imposant 3-7-1. Résumé de la rencontre avec Joël Ballot. Le Cameroun reste indétrônable au volleyball africain chez les dames. Ce 19 septembre à Kigali au Rwanda, les volleyeuses camerounaises se sont imposées 3-7-1 face au Kenya. Elles conservent ainsi leur suprématie dans cette discipline après avoir remporté l'édition 2017, 2019 et maintenant 2021. Les Lions ont commencé très fort avec cette victoire déjà d'entrée 3-7-0 face au même Kenya. Le Kenya qu'elles ont rencontré en finale et battu 3-7-1. Les Lions ont survolé la compétition, il faut le reconnaître. Seulement 2-7 concédés, des victoires le plus souvent de haute lutte. Les Lions étaient au-dessus lors de ce tournoi, de ce championnat d'Afrique. L'entame de cette finale n'a pas été de tout repos. Les deux équipes sont à couteau tiré dès les premiers points. Il a fallu que les doubles championnes fassent preuve de détermination pour finalement imposer leur jeu en s'adjugeant les 2 premiers sets 25-21 puis 25-23. Le 3e set est plus difficile. La défense kenyane est sur tous les fronts et gagne le 3e set 15-25. Le dernier set est décisif. Les Camerounaises le savent et donnent tout. Un défi difficile mais réalisable. 25-23. Elles l'emportent sur le Kenya et se maintiennent sur le trône de l'Afrique. Les Lions ont fait le boulot d'abord en dominant cette équipe du Nigeria 3-7-1 et derrière en battant le Kenya. Il faut le préciser, le Kenya c'est l'ogre avant le Cameroun. Sur le plan continental au volleyball féminin, désormais c'est le Cameroun qui règne sans partage au niveau continental, mais il faut passer un cap, surtout au niveau mondial, engranger des victoires au championnat du monde et même dans les Jeux Olympiques. On rappelle, c'est la 3e fois de suite que le Kenya tombe en finale face au Cameroun. Le Cameroun compte désormais 3 titres au championnat d'Afrique féminin de volleyball.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.